Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous partons en voyage. Nous partons en voyage où? Dans le temps et dans l'espace également, avec Jauberset, de Tito à Castro. Charme et tribulation du voyage en pays communiste. En pays communiste avant la chute du mur, puisque nous allons nous rendre dans plusieurs endroits, vers la Yougoslavie et la Bulgarie, vers la Tchécoslovaquie et la Pologne, vers l'URSS, vers Cuba également. Et nous nous y rendons en lisant les notes prises lors de ces différents voyages par Jauberset. Qui est Jauberset? Eh bien, pour moi, c'est aussi un voyage dans le temps que de repenser à Jauberset, qui pourtant, je crois, est encore de ce monde, mais c'était mon prof de géographie quand j'étais au gymnase, et je me souviens qu'il nous racontait ses voyages, que son cours de géographie, c'était, au fond, revivre les voyages avec les diapositives qu'il nous montrait et les anecdotes qu'il nous racontait, qu'on retrouve parfois dans ce qu'il écrit sur ce monde communiste qu'il découvre, qu'il critique sans être un anticommuniste farouche. Il n'est pas non plus un pro-communiste farouche, et surtout, il y a plein de moments raconté avec à la fois une forme de tendresse et d'humour, avec simplicité, presque naïveté, dans ce que découvre Jauberset dans ces pays communistes. Par exemple, le voici en Pologne. Arrêt dans une librairie, où j'assiste à une scène tout à fait symptomatique de l'état d'esprit et des opinions politiques. N'oublions pas que les Polonais, satellisés par les Soviétiques, pillés et humiliés, n'ont pas d'autre choix que celui de révolte individuelle, réduits le plus souvent à faire le point dans leur poche. Tout rassemblement de quelque importance est dispersé manu militari. Dans cette librairie, les livres aux titres à caractère cyrillique dominent tant par leur emplacement que par leur nombre. Sur une étagère, une pile de revues avec le portrait de Lénine. Tirant du fond de sa gorge le plus gros crachat possible et regardant autour de lui, si personne ne l'observe, le fils de Monsieur S. projette le contenu de sa bouche sur la tête du père de la révolution russe. Un tel geste aurait mérité, des guillemets ici, plusieurs mois, voire plusieurs années de rééducation dans un camp spécialement réservé aux contestataires. Le sens de l'humour, pour les peuples opprimés, fonctionne comme un exutoire où se déverse un flot de haine contre l'occupant. Car il s'agit bien, dans le cas de la Pologne, d'une occupation par Polonais interposés. Voici un exemple de la manière de se venger, sans encourir trop de risques. Histoire vraie, comme tout ce que j'écris d'ailleurs. Donc, on a ici un contrat de véracité passé avec le lecteur, qui se retrouve donc dans cette Pologne des années 1970, encore sous un joug communiste assez puissant, mais où la contestation est déjà là. Le livre a été publié plus tard, après l'ouverture de ces pays-là, mais quand Jauberset se rend en Pologne, se rend dans les pays communistes, et notamment en URSS, eh bien, c'est encore l'époque où le communisme, personne n'imagine qu'il s'effondrera. Mais il décrit ce qu'il voit, il va même emporter avec lui une caméra, et comme je le disais, il nous montrait ses diapositives, un appareil photo. Évidemment, se balader avec des caméras dans les pays communistes
à cette époque-là, vous rendait suspect, surtout que parfois, pas toujours, mais parfois, il voyage seul. Là encore plus suspect. Est-ce que ça ne serait pas un espion ? À Cuba, on le soupçonne d'être un espion. Bref, on lit un roman d'aventure, alors que tout est vrai, comme il vient de le dire. Mais évidemment, on a ce plaisir de ces récits et aussi de ces dessins de cartes, comme on peut le voir ici, dans ses voyages ici, son premier voyage en URSS. Et le contrôle dont il est constamment l'objet. Notre itinéraire, pourtant accepté par Intourist, l'organisme officiel du tourisme en URSS, ne nous dispensera pas des contrôles routiers effectués à chaque grand carrefour par la police. On ne doit pas stopper à chaque poste, mais ralentir suffisamment pour permettre aux policiers de service de jeter un coup d'œil dans la voiture. En cas d'arrêt, les documenti doivent être exhibés, les dates d'entrée en ville et le respect de l'itinéraire sont vérifiés. Si par malheur un événement a modifié ces deux paramètres obligatoires, alors la bureaucratie se mettra en marche, une marche lente. Mais ce qu'on découvre, c'est que tout se sait, même plusieurs jours après. Si à un moment donné, et Joubert s'est tenté assez souvent de prendre ces risques-là, on quitte le chemin prévu par les organes officiels, ils le savent et ils peuvent vous poser de graves problèmes qu'il raconte également. Cap à l'ouest, par la route de Smolensk, route du retour. À 120 km, un panneau indique Borodino, 17 km. Nous y allons, sachant pertinemment que nous ne respections pas l'itinéraire. Ça, c'est très risqué. Mais, nous disons-nous, pour 17 km, lieu d'une célèbre bataille du temps de Napoléon et aussi de violents combats durant la Seconde Guerre mondiale. À la fin des hostilités, il ne restait que quelques maisons. Le village de Borodino n'a absolument aucun charme, c'est même laid. Seuls 2 clochers émergent dans l'attente d'une restauration. 2 canons sur leur affût marquent l'entrée du musée qui retrace le déroulement de la bataille contre Napoléon. Tableau, plan de bataille, effectif. À l'extérieur des fûts de canon marqués N, le redoutable, l'intrépide. Pris aux Français sont posés sur un mur. Boulets de canon empilés en forme de pyramide. Bustes des maréchaux Koutouzov et Bagration. Quelques visiteurs nous dévisagent bizarrement, en ayant l'air de nous dire « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Pour le retour sur la grande route Moscou-Smolensk, nous sommes contraints de reprendre le même cheminement. Chaque fois que nous nous arrêtons pour prendre une photo, la grosse limousine noire qui nous suivait, on est vraiment dans les films d'espionnage, ici la grosse limousine noire qui nous suivait s'arrête aussi, à quelques 200 mètres. Nous répétons l'opération plusieurs fois et manifestement agacés par notre manège, la limousine noire nous double et un personnage avec un manteau en cuir, chemise blanche et cravate nous fait signe de nous arrêter. Oui, c'est vraiment les films, ça. Mais c'est vrai. Il s'approche de moi et me demande mes documents dans un français presque sans accent, calmement, sans agressivité. « Pourquoi vous sortir itinéraire ?» Bon, non, ça c'est pas sans accent, là. Je plonge un peu trop dans la caricature, même si ce qui est raconté là semble être caricatural. Pourquoi vous sortir itinéraire ? Parce que, en tant que professeur d'histoire, je ne pouvais manquer d'aller à Borodino. Parce que Joubert était prof de géographie, mais aussi d'histoire. Moi, je l'ai eu pour la géographie. Cet argument le convainc. Il m'explique gentiment que la route de Smolensk, c'était tout droit. Et que maintenant, au carrefour, je devais prendre Naprava, à droite.
Vous plus sortir itinéraire. Non, non, bien sûr. Il me serre la main et nous nous quittons très amicalement. Une conception de l'amitié qui est assez surprenante. Donc on voit bien le poids du contrôle et à cette époque-là, c'est l'URSS de Brejnev dans les années 70. Eh bien, on ne peut pas faire ce qu'on veut, même si on trouve quand même des moyens de se débrouiller en voyageant. Et donc, ce livre de Tito a Castro est bourré de petites histoires, de descriptions des lieux, de déceptions, parce qu'évidemment, il y a une certaine laideur qui se dégage de ces endroits. Pas toujours. Il y a des rencontres aussi, mais des rencontres là aussi qui difficilement peuvent se faire sans qu'on se méfie de l'autre et qu'on dise ce que l'on veut vraiment dire. Parfois, certains éléments permettent une rencontre. Et puis, le fait que Jauberset soit suisse lui procure une certaine, non pas facilité dans ce voyage, mais au fond, une certaine attention de la part des gens, une certaine curiosité. Qu'est-ce que c'est que ce Suisse qui vient dans les pays communistes? Par exemple à Cuba, où là aussi le contrôle est extrêmement présent, peut-être plus subtil qu'en URSS. Je peux filmer librement. Du moins, c'est ce que je crois. Je repère un hôpital. Je rentre dans le parc et la cour et filme quelques plans. Une personne, l'air peu avenant, me demande de la suivre. Elle me conduit dans le bureau du directeur, lequel me demande mes papiers. Il veut appeler la milice. La liberté, on repassera. Je réussirai à le convaincre de n'en rien faire. Maintenant, je sais que, comme en URSS, dans une rue, des ouvriers, debout en cercle, appuyés sur le manche de leur pelle, cessent leurs palabres et me regardent venir. Ils occupent toute la largeur du trottoir, en réflexion. Très poliment, ils s'écartent, referment le cercle et éclatent de rire. Je me trouvais au centre et me sentais un peu ridicule, comme piégé. « Rousseau ?» me demande l'un d'eux. « Niet. » Et toutes les nationalités européennes, à peu près, seront citées, mais pas la Suisse. Puis ils tâtent du côté des Amériques. « Americano ?» Non. Ils se prennent au jeu, et moi aussi. Je tiens absolument à ce qu'ils trouvent, et eux veulent aussi une réponse à leurs questions. Et les noms d'autres nationalités sont prononcés, mais pas le mot suisse. Ils s'impatientent. Alors, avec le bout du pied, je dessine dans le sable une carte de l'Europe, et je pose le pied à l'emplacement de la France. « Francia !» s'exclame-t-il. Non. Et puis, le bout du pied sur l'Allemagne et l'Italie, et ils me disent les noms. Je m'aperçois qu'ils savent relativement bien localiser les pays. Puis le bout du pied est posé sur la zone de rencontre entre ces trois pays. Et c'est l'exclamation « Suiza, Suiza !» Et puis le silence. L'un des ouvriers veut dire quelque chose qu'il n'a pas envie que l'on entende hors du cercle. Alors il jette un coup d'œil alentour et rassuré dit tout doucement « Suiza, Suiza, Democracia !» Voilà ce que les Cubains, au temps du communisme, Cuba est toujours communiste, pensaient de la Suisse. Il y a encore plein d'anecdotes, souvent très drôles, sur ces tribulations, ces charmes du voyage en pays communiste de Jauberset.